Querelleuses, querelleurs, bienvenue. Aujourd'hui, pour la chaîne Querelle, je vais à la rencontre de Loïc, le journaliste qui se cache derrière le blog Capitaine Cinémax. Spécialiste des séries et du cinéma, il nous raconte dans cette interview les origines de sa passion et son amour pour les années 90. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker et recommander la chaîne Querelle à vos amis. En attendant, voici le générique. Je vais te donner ma plus belle rencontre de cinéphile avec un film. C'est celle que j'apprécie le plus parce qu'elle est liée à ma grand-mère. Je devais avoir 9-10 ans, je sais plus l'âge exact. Mais je passais un week-end chez ma grand-mère. Et bon, à cette époque-là, quand on est petit, on va se coucher à 9 heures, quoi. Donc, on peut pas regarder les films qui sont diffusés à 20h50 C'est sûr. à la télévision. Ou alors il faut se Voilà, faire tout pas de petit. chance. Voilà, c'est ça. Et donc, j'avais demandé à ma grand-mère de m'enregistrer en cassette, parce qu'à l'époque, moi, j'ai connu la VHS, donc on pouvait prendre une cassette et enregistrer les films qui passaient. Et je lui avais demandé de m'enregistrer sur France 2 le film Speed de Jane Debon. Et le lendemain, je l'ai regardé, ce film, et j'ai pris une claque monumentale. C'est aujourd'hui un de mes films cultes, un de mes films d'action préférés de loin devant tous les autres. Et la cassette VHS, je l'ai mais poncé, mais vraiment poncé, quoi. Je veux dire, je le regardais quasiment tous les week-ends, 2-3 fois par jour. Ce film, j'ai dû le voir au moins une cinquantaine de fois. Et je ne m'en lasse toujours pas parce qu'il y a une maîtrise du suspense, de la tension qui est assez hors norme. Et voilà, j'ai toujours cette image où je me revois avec ma grand-mère dans son fauteuil et moi à côté en revoyant ce film encore et encore. Et ça l'a saoulé d'ailleurs. Et voilà, c'est vraiment mon plus beau souvenir et ma première vraie belle rencontre de cinéphile. Parce que quand j'étais petit, j'allais peu au cinéma. Le cinéma, ma passion pour le cinéma est venue très très tardivement. J'ai eu quelques belles rencontres comme ça, ponctuelles, comme je te disais quand j'étais petit, et Speed en fait partie. Voilà. Alors, tu parles de ta grand-mère qui est à côté et qui est saoulée par les rediffusions, mais est-ce qu'elle a eu un premier contact avec ce film quand même avec toi? Oui. Parce que la première fois, elle a dû le regarder comme toi, le découvrir. Vous en avez discuté? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? À discuter, non. Non, parce que c'était pas c'était pas son délire. D'accord. Elle était. Mais par contre, on parlait beaucoup de deux séries parce qu'on les regardait ensemble et c'est des séries qui nous ont marqué. C'était Zorro, l'ancienne version en noir et blanc qui est encore diffusée, il me semble, sur France 3 à l'heure actuelle. Et puis la série allemande Rex. Je sais pas si tu connais. Avec un chien, oui. Avec, ouais, avec ce chien policier qui a été une de mes assez traumatisant cette série quand le premier flic emblématique qui s'appelait Moser est mort. Je me souviens m'être précipité chez ma grand-mère en pleurs en disant ouais Moser il est mort et ma grand-mère qui me disait mais non mais c'est pour de faux, il est pas mort dans la vraie vie, t'inquiète pas. Parce que quand on est gosse forcément on croit que les héros dans les films meurent en vrai. Donc voilà, donc on parlait beaucoup de ces deux séries plutôt que des films parce que moi je regardais des films d'action. Voilà, c'était Speed, Matrix, en cassette notamment. Donc on parlait peu de ça parce que c'était pas trop son truc. Mais voilà, on parlait beaucoup de Rex et de Zorro par contre. Alors justement, je voulais te poser la question de ta réception des films avec le filtre de l'enfance. Est-ce que, enfin, tu as déjà un peu répondu sur Rex, mais tu prenais tout ce que tu voyais comme argent comptant ou à un moment donné, tu as pris conscience quand même que c'était du cinéma? Oui, quand on est petit, c'est sûr, comme je te disais, voilà, on a toujours l'impression que ce qu'on voit à l'écran est la vérité. On ne sait pas que les acteurs existent. C'est comme quand
on voit des films en noir et blanc quand on est petit, on se dit, ah, à l'époque, c'était en noir et blanc, il n'y avait pas de couleur. C'est ce que je veux dire. Après, la transition, comment elle s'est faite? Honnêtement, je m'en souviens pas du tout. Mais j'imagine qu'un jour, oui, on m'a dû me dire que, voilà, tu vois, je prends l'exemple de Rex, on m'a dit, oui, c'est pour de faux. Et puis, c'est comme le Père Noël, quoi. Au bout d'un moment, bah, tu finis par te dire que, bah, évidemment, c'est pour de faux et que tout ça n'est que de l'acting, quoi. Mais après, à part Rex, je me souviens pas d'autres choses comme ça qui m'ont marqué où je me suis dit, ah, bah oui, c'est pour de faux, effectivement. Voilà, par ce souvenir-là. Et tu te souviens à peu près de ton âge à l'époque de Speed, par exemple? Ouais, bah, comme je te disais, je devais avoir ouais, 10, 11 ans. Le film est sorti en 94, il me semble, donc j'avais 3 Oui. ans, tu vois. Et moi, je l'ai découvert, je crois, au tout début des années 2000, sur une rediffusion sur France 2. Donc, ouais, je devais avoir 9, 10 ans, quoi. Pas plus. Et du coup, parce que quand tu me l'as introduit, c'est Yann Debon, etc. Mais à cette époque-là, tu t'es juste pris le film en pleine face. Est-ce que tu as eu la curiosité justement de décortiquer les acteurs de ce plaisir que tu avais eu, Pas du voir tout. le réalisateur, etc. Pas du tout, parce que à l'époque, je consommais beaucoup, mais je m'y intéressais pas en profondeur, en fait. Je regardais énormément de choses. Alors, très peu de films, bizarrement, on en reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure, beaucoup de séries et beaucoup d'animés, mais non, franchement, je m'intéressais pas plus que ça à qui a réalisé, quels sont les acteurs. L'analytique des films et des séries, il est venu, mais beaucoup, beaucoup plus tard, quand j'ai commencé à avoir 18, 20 ans, vraiment. Quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser au cinéma et que j'ai commencé moi aussi avec mes différents métiers à les analyser, à commencer à écrire des critiques. Là, j'ai commencé à entrevoir une voie qui potentiellement pouvait me plaire et dont j'avais envie de faire le métier. Voilà. Mais c'est venu vraiment très tardivement. Quand j'étais petit, ça me passait complètement au-dessus de la tête. Contrairement à certains qui, je sais, déjà très petits, voilà, lisaient les Mad Movies, regardaient plein de films cultes. Peut-être qu'aussi c'est lié à mon éducation. C'est vrai que moi, mes parents ne m'ont jamais beaucoup emmené au cinéma, très très peu, malgré le fait qu'ils avaient une grande vidéothèque. Euh, voilà, c'est peut-être lié à ça. Peut-être qu'il y avait un manque de curiosité de leur part et que ça s'est euh, insufflé chez moi. Et bah, après, que j'ai découvert beaucoup plus tard tout seul finalement. Juste pour revenir un peu dans l'enfance encore, tu parles de maintenant que maintenant tu as une grille critique, analytique, et est-ce que tu regrettes ou pas hein, cette époque-là, justement, où tu te prenais le film sans filtre et sans avoir besoin de décortiquer? Ce plaisir pur, en Et fait, ben, de découverte. ouais, bah, c'est souvent la question. Et c'est pour ça d'ailleurs que je regarde souvent les films plusieurs fois. Une fois pour ou deux pour le côté analytique. Et puis quand j'aime vraiment vraiment le film, je me laisse transporter, même si je peux pas m'empêcher de me dire waouh là il y a une construction de plan qui est magnifique, etc. Mais je me laisse plus aller, je me laisse plus couler. Mais oui, effectivement, c'est un gros défaut quand tu passes ton temps à analyser, c'est que dès que tu regardes un film, bah tu peux pas t'empêcher c'est voilà, c'est en même temps c'est mon boulot, donc tu peux pas t'empêcher évidemment de regarder tout, le jeu des acteurs, le scénario, la musique, la construction des plans, les dialogues, la création des effets spéciaux. Tu regardes tout, quoi. Tu te prends tout et des fois c'est vrai que c'est pénible parce que tu as juste envie de kiffer en fait des fois et c'est pas possible. Donc c'est pour ça, comme je te dis, je préfère revoir les films souvent 2, 3 fois pour me dire, allez, je souffle et puis je vais me prendre un gros kiff. Je prends un exemple tout con, mais récemment, c'était par exemple les deux derniers Avengers, Infinity War, Endgame. Je me suis dit, allez, je me laisse aller, on s'en fout, il y a des défauts, c'est pas grave, mais j'ai juste envie d'en prendre plein les mirettes. Je veux voir Iron Man se battre, je veux voir tous les héros courir comme des tarés sur un fond vert, je m'en fous. C'est pas terrible, mais c'est pas grave, on y va, quoi. Et Et là, tu te après, je retrouves. m'aperçois que bah oui, bah là, là c'est l'enfance qui revient, quoi. Là, tu te dis putain,
t'as tous les héros de ton enfance qui sont là, qui sont en train de se battre, quoi. C'est hallucinant au niveau logistique. Tu te dis, putain, mais ok, des fois, c'est pas très bien cousu, mais tu te dis, les mecs, ils ont rassemblé quand même quasiment les plus grands acteurs de Hollywood pour une scène de ouf. Et t'es content, quoi. T'es content de voir Iron Man, Doctor Strange, Spider-Man courir partout. C'est du kiff, quoi. Donc, des fois, il faut se laisser aller et prendre le film pour ce qu'il est, quoi. Un pur divertissement. Tu parlais de la vidéothèque mise à disposition par tes parents. Alors, c'était une vidéothèque constituée pour eux ou dans l'optique justement de partager avec toi aussi quel Alors, était le les rapport, oui, deux, avec. alors il y avait, pour ma part, il y avait surtout beaucoup de dessins animés. Parce que quand j'étais petit, quand j'avais 6-8 ans, je bouffais les Blanche-Neige, les Cendrillon, les Aristochats, enfin, surtout Blanche-Neige, là aussi, hein, ma mère, là, on avait ras-le-bol, hein. Là, la Blanche-Neige, à la moment, elle pouvait plus la supporter. Donc, parce que j'adorais ce dessin animé. Après, il y avait évidemment des films de mon père et de ma mère. Alors, mon père, c'était surtout les films Rambo, Terminator, des films avec Stallone, Schwarzenegger, Van Damme, Steven Seagal, des films de gros bras, quoi, tu vois. Ça, mon père, il kiffait, avec aussi des films catastrophes comme Le Pic de Dante, pour lequel je voue un amour parce que c'est mon père qui me l'a fait découvrir. Et ma mère, c'était plus les films d'horreur, les Freddy, les Exorcistes, voilà, ce genre de délire-là. Donc, sur ça, j'étais très précoce. J'en ai fait des cauchemars parce que regarder Freddy à 8 ans, c'est pas vraiment recommandé. Mais voilà, c'est deux catégories de films qui aujourd'hui me plaisent moyennement. Je suis pas très film d'horreur et je suis pas très film de gros bras. Mais après, adolescente, j'ai l'impression que tu t'es dirigée vers Ouais. les animes aussi, principalement japonais, je suppose. Ben après, moi j'étais versé par Midi les Zouzous sur France 5 et sur M6. J'avais Yu-Gi-Oh forcément, et puis j'avais Pokémon, et puis j'avais tous ces trucs d'animé. Alors par contre, bizarrement, j'étais pas très Goldorak, tout ça, Captain Flamme, moins bizarrement. Ça, je regardais pas beaucoup. Pourquoi, je sais pas. Je saurais pas te dire. Peut-être Bah, t'étais ancien hein, déjà. Quand tu étais gamin, c'était déjà une époque ouais, révolue, Goldorak et tout c'est ça. c'est vrai. Peut-être aussi que ça joue. Et puis, ouais, c'était beaucoup d'animés. Et puis, c'est vrai qu'à partir de 12-14 ans, après, oui, il y a beaucoup. Là, je suis revenu sur le film d'action parce que, comme je te dis, j'ai découvert Speed. Et puis, ça m'a donné envie de voir ces films-là. Et puis après, j'ai regardé Matrix, forcément. Et puis, bah, là, ça m'a ouvert des champs. Après, ma cinéphilie est venue vraiment très tard parce que moi, en fait, je regarde, comme je te disais, j'allais peu au cinéma, j'avais peu l'occasion de découvrir des films et je mets pas, j'étais vraiment, quand j'étais petit, beaucoup plus sériephile. C'est-à-dire que toutes les séries des années 80-90, quasiment, je les ai vues. Moi, je regardais à la télévision Hooker, Rick Enter, Los Angeles Heat, Sliders Les Mondes Parallèles, K2000, Stargate SG1, Charmed, enfin, j'en oublie très certainement, je les cite pas tous, mais il y en a beaucoup. Donc ça, je regardais que ça, en fait, finalement, parce que la télévision, c'était gratuit, c'était à la maison, c'était beaucoup plus simple. Que le cinéma, ben voilà, il faut avoir un petit peu de sous, donc c'est plus délicat. Donc j'étais beaucoup plus sériephile que cinéphile. Ma cinéphilie, elle est arrivée vers 16 ans, où quand ma mère s'est mise avec mon beau-père, là, toutes les semaines, tous les samedis soirs, et on le fait encore aujourd'hui, c'est toujours un rituel, tous les samedis, on va au cinéma ensemble et on va voir un film, finalement. Alors maintenant que je gagne ma vie, j'y vais aussi à côté, dans la semaine, etc. J'en vois beaucoup plus. Mais le cinéma, c'est vraiment arrivé à partir de l'âge de 16 ans, où là, j'y allais toutes les semaines. Et donc, c'était beaucoup plus régulier. Et à partir de 20 ans encore plus, quand j'ai commencé la critique, et là, je me suis vraiment intéressé au cinéma, aux réalisateurs, aux acteurs. Ça s'est fait vraiment progressivement. Donc, ça fait vraiment depuis 9 ans que je fais de la critique, que vraiment je m'intéresse au cinéma et que oui, forcément, j'ai un petit peu de retard par rapport aux autres, mais c'est pas vraiment grave. Finalement, je le prends plus comme une force que comme une Qu'est-ce faiblesse. qui t'attire dans la Oui. série?
Et est-ce que tu l'opposes au cinéma ou c'est comparable pour toi, dans ce que tu vas chercher dedans? Alors, les séries, à l'époque, ils avaient une construction qui est euh, Moins feuilletonnante? finie que qu'aujourd'hui. Voilà, enfin, moins Oui, finie, d'accord, je vois ce c'est-à-dire que que tu veux dire. elle ressemble Moins aujourd'hui. cinématographique. Voilà, c'est ça, moins cinématographique. Aujourd'hui, bah, les séries, quand tu les regardes, bon, c'est vrai que quand tu prends Game of Thrones, bah, c'est du cinéma, quoi. C'est quasiment une heure et demie par épisode. Et ouais, c'est comme un film, quoi. C'est construit. Alors, évidemment, il y a ce côté feuilletonnant parce que ça finit sur des cliffhangers et que voilà, il faut toujours attirer le spectateur sur le prochain épisode. Mais quand tu regardes aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de limites. La frontière est beaucoup plus floue que, que dans les années 80, 90 et même avant, hein, où c'était des épisodes plus courts, où il y avait un début, un milieu, une fin aussi. Euh, mon rapport à la série, il a aussi changé parce que c'est vrai que je retrouve moins mon compte. Mais il y a des très belles séries, hein, mais j'y trouve moins mon compte qu'à l'époque. Euh, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est comme au cinéma? Est-ce qu'aujourd'hui on se fixe des limites et qu'à l'époque il y avait beaucoup plus d'imagination, il y avait beaucoup plus de portes ouvertes et on pouvait explorer tout et tout et n'importe quoi finalement. La qualité aussi peut-être, comme il y avait moins d'effets spéciaux, on misait peut-être plus sur les dialogues, plus sur le scénario. Je sais pas. Je suis un petit peu nostalgique aussi de, 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 de ces séries où on se prenait pas la tête finalement aussi. C'est vrai que quand on regarde des séries comme Los Angeles Heat ou K2000, c'est pas du tout prise de tête, tu vois. C'est léger, c'est fun, c'est parfois drôle. C'est des petites séries policières qui coulent tout seul, quoi. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est euh, beaucoup plus écrit, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus carré. Et c'est très bien aussi. Breaking Bad, par exemple, c'est très bien écrit, très carré, et j'adore. Franchement, c'est une série qui est incroyable. Mais des fois, ça manque peut-être aussi un petit peu de légèreté, je trouve. Tu es plus friand de la série parce que c'est feuilletonnant ou c'est encore à un autre niveau? Bah, c'est deux choses différentes. Aujourd'hui, les séries, euh, m- pas me, c'est peut-être un peu fort ce que je dis, pas me gaffe, c'est un petit peu fort, mais c'est vrai que le format aussi m'irrite un petit peu. Aujourd'hui, on est sur des formats de 50, 1 heure 10 parfois. Euh, c'est long, c'est long et j'aimerais bien qu'on revienne à des formats de 40 minutes, 45 minutes. Et c'est pour ça que par exemple, j'apprécie beaucoup. En ce moment, je regarde beaucoup de séries qui ont des formats comme ça de 30, 45 minutes. Je pense par exemple à alors c'est des trucs qui sont totalement différents, mais qui ressemblent plus à du sitcom, mais 36-15 Monique, OVNI, La Faute à Rousseau, WandaVision, qui sont sur des formats plus courts, plus condensés. Et là, j'y retrouve plus mon compte. Tu vois, je peux souffler, je peux prendre mon temps. Je me dis pas, tiens, je vais me réserver une grosse heure ou 2 heures pour regarder deux pauvres épisodes, quoi. Les séries d'avant, il y a ce second degré que j'aimerais bien retrouver. Voilà. Je sais pas pourquoi il y a eu ce virage d'un coup où euh, il y a des séries de science-fiction, par exemple, comme Black Mirror ou la série d'Amazon, là. Tel From the Loop? Voilà, c'est génial comme série aussi. Mm. Mais j'ai adoré parce que ça te montre aussi des points de vue différents sur la vie, sur la technologie, sur la solitude, sur nos angoisses. Et je trouve que c'est important. Mais aujourd'hui, des fois, c'est pesant quand même. Hein, quand tu regardes ce genre de truc, tu es là, tu te dis, putain, c'est pas marrant hein, ce qui va nous arriver si ça prend cette tournure-là, quoi, tu vois. Mais voilà, je crache pas sur la soupe. Hein. Franchement, il y a des trucs très très bien et que j'adore. Voilà, je t'ai cité Breaking Breaking Bad Bad. voilà que j'adore. Prison Break, je sais que ça fait pas l'unanimité, mais moi, je suis absolument fan des 4 premières saisons. Je trouve que c'est une série qui est super bien écrite. Enfin, on a des pépites quand même. Hein. Faut pas déconner. Là récemment, il y a eu le jeu de la dame qui est exceptionnel. Je veux dire, c'est juste incroyable. Voilà, il y en a plein.
Mais voilà, c'est vrai que des fois, je me refais des compiles de vieilles séries parce que ça me manque. Comment tu as commencé à aiguiser ton appareil critique? J'ai commencé par la série. J'ai commencé par la série sur le site sérieaddict.fr. Et je les remercie parce que ça a été vraiment, parce que moi j'ai pas fait d'école, donc c'est eux ça a été eux mon école en fait. C'est avec eux que j'ai appris à. C'est fou l'évolution parce que je commençais avec des petites critiques toutes pourries de 20 lignes et les dernières que je faisais faisaient 4 ou 5 pages Word. Donc tu vois, la différence elle est quand même assez notable. Et voilà, je les remercie parce qu'avec eux, j'ai pu aiguiser mon écriture, mon œil critique, etc. Et pour le cinéma, c'est venu un petit peu plus tard avec un blog, donc avec le capitaine cinemax.fr. Parce qu'avant, je faisais surtout de la rédaction web, j'écrivais beaucoup d'actu sur Femmes Références, Avoir à lire, Unification France. Je ne sais pas si tu connais ces sites-là. Ben, je vois de quoi tu parles, mais je ne les connais pas spécifiquement. Voilà. Mais pour tout ce qui est cinéma, ça a été du coup blog perso. Voilà. Et pour les séries, ça a été série addict, mais j'ai commencé vraiment par la série. Voilà. C'était quoi l'élément déclencheur? Pourquoi tu t'es dit, tiens, il faut absolument que j'écrive là? Au départ, je m'étais pas prédestiné à devenir journaliste en fait. Euh, et, euh, et puis je me suis dit à un moment donné dans ma vie, quand j'ai commencé à écrire pour ces rédactions-là, enfin, surtout quand j'ai commencé chez Femmes Références, en fait, parce que je tenais la rubrique culturelle, donc j'écrivais pour le cinéma, enfin, l'actu cinéma, l'actu théâtre, l'actu littérature, l'actu série. Et je me suis dit à un moment, ben, j'aimerais bien, j'aime le cinéma, j'aime les séries, j'aimerais bien en parler, en faire mon métier. Et, mais il fallait que j'alimente mon CV, parce que j'avais pas fait d'école. Donc, ben, j'ai commencé à écrire de l'actu ciné, de l'actu série. Et puis, à un moment donné, bah, je me suis dit, il faut que j'ai une autre corde à mon arc, il faut que je fasse de la critique, parce que, mine de rien, si je veux être journaliste cinéma-série, il faut que je sache critiquer ce que je vois. Et donc, bah, j'ai commencé à regarder les sites sur lesquels on pouvait faire de la critique. Et puis, bah, je suis tombé sur Série Addict, j'ai postulé, voilà. Et puis, bah, ils m'ont pris parce que bah, ils cherchaient des rédacteurs pour critiquer des séries, parce que des séries, il y en a tellement que on a toujours besoin de rédacteurs pour parler de telle ou telle série. Et puis, ben, je m'y suis pris au jeu. Je me suis pris au jeu. Donc, j'ai ouvert un blog pour y faire mes critiques cinéma. Voilà. Et puis, pour faire des interviews aussi. Parce que je commençais à avoir un petit peu un carnet d'adresses avec ce que je faisais sur Femmes Références. Et puis, bah, c'est venu comme ça. Voilà, je me suis dit, ben, il faut que j'acquière de l'expérience, il faut que je fasse de l'actu, il faut que je sache rédiger de l'actu, il faut que je sache rédiger de la critique, il faut que je sache faire des interviews. Et donc, bah, j'ai fait tout ça petit à petit en autodidacte. Voilà. Tu cites toutes les cordes de ton arc là, et quelle est ta préférée? L'actu, j'en ai fait tellement que aujourd'hui, je suis saoulé. Donc, j'en fais plus du tout. Je continue à en lire parce que je m'intéresse toujours à ce qui se passe, bien sûr. Mais l'écrire, ça m'a un petit peu saoulé. Euh, mais si on me proposait aujourd'hui d'en refaire et d'être payé pour le faire, je le ferais avec grand plaisir. Mais c'est vrai que j'en ai tellement fait. Bon, là, j'ai fait une grande pause. Donc maintenant, si on me demandait de reprendre, ça me dérangerait pas. Mais il y a eu un moment où j'ai stoppé parce que j'en faisais tellement. C'était des dizaines et des dizaines d'articles par jour que au bout d'un moment, j'ai dit stop. Donc, je me suis vraiment concentré sur ce qui me plaisait le plus, qui est la critique et l'interview. Là, tu me demandes de choisir entre les deux, c'est plus difficile parce que j'aime beaucoup l'analyse. Ça me plaît énormément. J'adore ça. Je suis friand de ça. Même s'il y en a qui sont meilleurs que moi, hein, j'en conviens, mais je pense que je me débrouille pas trop mal. Et l'interview, j'adore parce que bah, c'est des rencontres. C'est des rencontres humaines. Et certains avec qui je me lie d'amitié aujourd'hui, des acteurs, des réalisateurs avec qui je reste en contact et avec qui j'ai des contacts réguliers. Et ça, c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir quand ça se passe comme ça parce que, en fait, quand tu es journaliste cinéma, des fois, tu fais une interview et puis ça s'arrête là. Et moi, c'est quelque chose que j'aime pas. J'aime bien quand derrière, il y a un suivi.
j'aime bien quand derrière, on reste en contact. Quand on se parle, quand on se téléphone et qu'on parle de cinéma, de séries, sur ce qu'on a vu récemment, qu'on débat, j'aime ça. Des fois, je suis un petit peu frustré quand je fais des interviews et puis que il n'y a pas de suite, tu vois. Moi, je préfère quand derrière, il y a de l'humain. Quand après, on va boire des coups ensemble, comme je disais, quand on débat, quand on s'appelle pour tout et pour rien. Voilà, je préfère. Je trouve que c'est plus chaleureux. Voilà. Donc, pour ça, pour l'interview, j'aime beaucoup parce que quand je sais que ça va se passer comme ça après, je me dis, c'est quand même chouette. C'est quand même chouette de pouvoir rester en contact avec des gens dont tu admires le travail, quoi, tout simplement. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous résumer la ligne éditoriale de ton blog? Alors, j'ai pas vraiment de ligne éditoriale, c'est au feeling. Alors, il y a une partie forcément interview où, comme j'ai un partenariat avec le CGR de La Rochelle, dès qu'il y a des artistes qui viennent présenter leurs films, moi, je suis invité à l'avant-première et j'ai la possibilité d'interviewer les acteurs. Je le fais que si le film m'a plu, parce que je me vois pas interviewer les acteurs pour un film que je n'ai pas aimé et faire un article où je les démonte sur mon blog, ça n'a strictement aucun intérêt. Donc, si j'aime le film, je vais les interviewer. Donc, c'est de l'interview soit sur de l'actualité, sur des films qui vont sortir ou qui sont sortis. Voilà. Après, concernant la critique, j'ai pas de ligne éditoriale. J'essaie de faire 1 à 2 critiques par semaine sur des films qui sont sortis. Voilà. Sous réserve que j'ai des choses à apporter, que j'ai des choses à dire. Voilà. Si je vois qu'auparavant, tout a déjà été dit, je me dis ça sert pas à grand chose. Voilà. Mais si je sens que je peux apporter quelque chose, une analyse qui n'a pas été vue, qui n'a pas été lue, je me permets d'écrire une critique et de la proposer. Et puis après, j'ai des catégories, pourquoi c'est culte, par exemple, où là, je prends un film, je l'analyse et j'explique pourquoi, pour moi en tout cas, ce film est culte. Donc là, c'est des critiques qui sont un petit peu plus poussées que ce que je fais quand ce sont des critiques de films qui sont sortis. Après, je fais souvent des critiques avec spoiler, parce que pour moi, faire une critique sans spoiler, c'est une critique promotionnelle. Voilà, c'est juste pour dire si le film mérite d'être vu ou ne mérite pas d'être vu. Donc, je fais que des critiques majoritairement avec spoiler, sauf quand j'ai vraiment adoré le film et que j'ai envie de le faire découvrir aux autres. Là, je me dis, ce film-là, je sais qu'il ne va pas faire beaucoup d'entrées, je l'ai aimé, donc je vais proposer une critique sans spoiler pour inciter les gens à aller le voir. Sinon, je fais très souvent avec spoiler parce que pour moi, faire une critique avec spoiler, ça n'a aucun intérêt. Parce que si je fais une critique, c'est pour analyser le film. Donc, forcément, si je l'analyse, je dois appuyer mes arguments avec des exemples. Voilà. Qu'est-ce que tu as envie de leur apporter, en fait? Aux gens, oui. Premièrement, de partager avec eux les films que j'aime, donc à travers de critiques et analyses d'anciens films. Ça, c'est vraiment ce qui me motive le plus, c'est vraiment de partager mon amour pour le cinéma et pour les films que j'aime. Quand c'est promotionnel, les inciter à aller au cinéma pour voir des films qui potentiellement, je sais, vont pas faire beaucoup d'audience. Là, j'ai un film qui me vient en tête, par exemple, mais c'est L'Aventure des Marguerites, qui est sorti il y a 1 an, quand j'ai fait ma petite critique et l'interview du réalisateur, c'était vraiment parce que, j'ai aimé le film, et 2, j'avais envie que les gens aillent le voir, et il n'a pas fait beaucoup d'entrées. Alors, je sais qu'il a été interrompu aussi par la pandémie, mais voilà, ça me tenait à cœur de défendre ce film. Voilà, quand je sais que ça va pas faire d'audience, d'audience, c'est peut-être pas le bon mot, mais d'entrée, j'essaye d'inciter les gens à y aller et à travers une critique vraiment qui va où les gens vont se dire ah ouais, ce film il a l'air pas mal, j'ai envie de les défendre. Voilà, j'ai envie de défendre ces œuvres-là. Et puis troisièmement, parler de l'actualité et faire aussi des bilans parfois sur
sur les blockbusters qui sortent et dire pourquoi aujourd'hui ces blockbusters-là ne fonctionnent pas, pourquoi c'est pas bon, tout simplement. Et les lecteurs qui me lisent peuvent prendre petit à petit conscience, en tout cas pour les néophytes, que bah, y a un vrai problème avec cette industrie. Et quand je fais, parfois quand je fais des critiques, c'est des critiques thèmes. Par exemple, Men in Black, par exemple, quand j'en avais fait une sur Men in Black 3, j'avais expliqué pourquoi c'était une franchise qui était à bout de souffle et pourquoi c'était une erreur d'avoir fait un troisième volet, par exemple. Et voilà, ce genre de choses-là. J'essaie quand je fais une critique sur un blockbuster, d'y imposer un thème pour être toujours avec ce qui va pas. Voilà, avec cette industrie. Je voudrais profiter de l'occasion pour crier mon amour. Voilà, c'est ça, crier mon amour au film des années 90, qui pour moi est une des plus belles périodes de cinéma. Alors peut-être parce que je dis ça peut-être parce que je suis un enfant des années 90, hein, c'est possible. Mais voilà, je veux créer mon amour à ces films-là parce que je les adore, je les aime de tout mon cœur. Et c'est vraiment une période de cinéma où il y a vraiment des très très belles choses, où il y avait vraiment, on parlait de ça tout à l'heure, mais il n'y a aucune limite, où on voyait vraiment que les réalisateurs, les cinéastes s'éclataient à faire ces films-là, que ce soit Speed, Indiana Jones, Stargate, La Momie, Die Hard, voilà, c'est toutes ces films-là, Independence Day aussi, j'y pense. Euh, Tous ces films-là, je les aime. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment une période que j'adore où tout était possible. C'est aussi l'avènement des effets spéciaux, on le sent. Et, euh, et plus qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on s'éclate plus parce qu'on sait faire des effets spéciaux. Et c'est ça qui est un petit peu triste. C'est que à cette époque-là, on avait une imagination débordante. C'est vrai que quand on regarde les années 80, 90, c'est là où tous les plus grands héros, tous les plus grands méchants du cinéma sont nés. Aujourd'hui, à part Avatar, au début des années 2000, il n'y a plus aucune autre grande saga ou aucun autre grand méchant ou aucun autre grande figure qui s'est dégagée aujourd'hui quand on y pense. Alors il y a peut-être aujourd'hui John Wick en termes de films d'action qui rentre dans la pop culture. Mais à part ça, il y a plus de sagas aujourd'hui comme Star Wars, il n'y a plus de sagas d'aventure comme Indiana Jones. Ils essayent, ils tentent, mais en nous refourguant un Indiana Jones 5, un Rambo 5, un Terminator 6, mais ça marche plus. C'est plus ce qu'ont envie de consommer les jeunes d'aujourd'hui. Ils veulent de la nouveauté. Et la nouveauté qu'on a eue, nous, dans les années 80-90, bah, les jeunes d'aujourd'hui, ils voudraient la retrouver dans les années 2010-2020, quoi. Et ce qui est normal. Et je trouve qu'aujourd'hui, tout ça est un peu fadasse aujourd'hui. Est-ce que tu ne penses pas que dans 10 ans, il y aura des Loïc qui diront « Ah, c'était tellement bien dans les années 2010 ou 2000, quand il y avait la saga Harry Potter, la saga Hunger Games, la saga je ne sais pas quoi, Alors, je ne suis John pas sûr Wick, que et qu'après… Et après, ils vont… Bah, je ne sais pas, on ne sait pas en fait, parce qu'on n'est pas non plus tout à fait la cible. Oui, alors oui, bon, alors évidemment, vu comme ça, oui, peut-être c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, c'est mon point de vue à moi, je le donne. Je Oui, pense non, mais pas que. c'est pas pour critiquer. Voilà. Hein, Non, 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 bien sûr, il n'y a pas de mal. Mais je pense pas que Hunger Games aura le même impact que Star Wars ou Indiana Jones encore dans 50 ans. Voilà, je pense pas. Parce que je vois pas en quoi cette saga a renouvelé le cinéma, les effets spéciaux ou quoi que ce soit d'autre. Alors, je comprends pourquoi les jeunes sont attirés par ces films dystopiques. Même moi, je, je les aime. Par exemple, Harry Potter, bon, alors c'est pas dystopique, mais c'est de la sorcellerie, des films magiques, fantastiques. Je les aime parce que c'est mon enfance aussi, tu vois. Mais quand je les re-regarde aujourd'hui, je suis un petit peu peiné par ce que je vois, quoi, tu vois. Et évidemment, c'est comme Marvel. Marvel, j'adore ces films. Il y a des films très mauvais, mais ça restera emblématique, si tu veux. Ça restera dans l'histoire par ce qu'ils ont créé. Tous les films, dans 100 ans, on n'en parlera pas. Iron Man 2, Thor 2 ou 3, on n'en parlera pas dans 100 ans. On parlera de Marvel comme une entité. Mais c'est vrai que on en parlera parce que ça a marqué une époque. C'est absolument fou ce qu'ils ont réussi à faire. Tout n'est pas parfait, mais c'est fou d'arriver à créer une aventure comme ça sur 10 ans. C'est incroyable. Après, comme je dis, tous les films ne resteront pas. Mais c'est vrai que je
je regrette le manque d'imagination d'Hollywood aujourd'hui sur, sur la création de nouveaux personnages, de nouvelles sagas. Aujourd'hui, on ne prend plus de risques, soit où on nous refourgue des anciens héros qu'on ne veut plus voir, soit on fait on prend une saga, on l'étire jusqu'à overdose, quoi, comme Transformers par exemple. Les 3 premiers étaient bien. Bon, bah maintenant, il faut passer à autre chose, les gars. Parce que 6 plus 3 spin-offs plus des séries animées, on en a un peu soupé, les gars, quoi. Voilà, c'est juste ça.